Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire ayant pour thème Trouver votre alternance. Donc, je me présente, je suis Isabelle Baptiste, je suis chargée de sourcing au Greta de Grenoble. Alors, qu'est-ce que le sourcing? Le sourcing, c'est une nouvelle manière de recruter. C'est le processus de recherche qui vient en amont du recrutement. Ma mission est d'assurer la coordination entre le profil du candidat et les besoins du Greta et des entreprises partenaires. Il faut savoir que c'est le numérique qui a donné naissance au sourcing parce qu'il a changé nos habitudes de recrutement. L'objectif du sourcing, c'est de vérifier que les compétences et les comportements du candidat sont en adéquation avec le poste et la formation. Le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous apporter mon expérience professionnelle en tant que recruteur, puisque j'ai été chargée de recrutement au sein d'une agence intérim. J'ai été amenée à faire du sourcing externe, avec la recherche de candidats via les job boards et la recherche et du sourcing interne via les viviers de candidats. J'ai également fait des analyses de postes, des sélections de CV, tri de CV. J'ai mené des entretiens téléphoniques et des entretiens physiques. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous apporter des conseils et pour vous apporter mon expérience en tant que recruteur. Vous pourrez tout au long de ce webinaire poser des questions écrites et nos experts pourront vous répondre à la fin de ce webinaire. Vous aurez accès au replay et vous aurez donc accès aux réponses. Donc, comment va s'articuler le webinaire aujourd'hui? Sur plusieurs parties, nous aurons 4 grandes parties. La première partie, je vais vous présenter brièvement l'apprentissage et la professionnalisation, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ensuite, la partie principale du webinaire, qui est le thème « Trouver votre alternance ». Comment définir votre projet professionnel, cibler votre recherche, étudier le marché, solliciter votre réseau personnel et surtout utiliser les réseaux web. Ensuite, on aura une partie sur le CV et la lettre de motivation, comment booster votre CV et votre lettre de motivation, les éléments essentiels, les points forts à mettre en avant, les erreurs à éviter. Et sur une dernière partie, nous nous attarderons sur l'entretien, avant, pendant et après l'entretien. Donc, la première partie de ce webinaire, c'est l'alternance. Donc, je vais vous présenter brièvement l'alternance. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? L'alternance permet de se former à un métier. Ce qu'il faut savoir, c'est avant tout un contrat de travail pendant lequel on alterne les périodes de travail effectif en entreprise et les périodes de formation théorique dans un établissement d'enseignement. L'alternance permet d'acquérir une première grande expérience professionnelle tout en allégeant les coûts de formation. Alors, il faut savoir que l'alternance séduit beaucoup les jeunes, mais qu'aujourd'hui, elle séduit aussi un public en reconversion, donc des moins jeunes. L'alternance concerne plus de 500 métiers, du CAP au Bac+5. Quasiment tous les diplômes sont concernés. Ça va du BTS jusqu'au DUT, les licences, les Master Pro, les écoles spécialisées, les bachelors, les écoles de commerce et d'ingénieurs et même Sciences Po. Donc, le contrat d'alternance, on peut le pratiquer de 2 manières. Enfin, si je peux utiliser ces termes-là. Donc, vous avez le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement, parce que c'est quand même assez complexe, les différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, pour le contrat de professionnalisation, il y a des conditions d'âge, donc de 16 ans à 25 ans révolus ou de 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi, et c'est sans condition d'âge pour les bénéficiaires de la prime d'activité, de l'ASS, donc l'allocation spécifique solidarité, de l'allocation adulte handicapé, l'AH, et bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion. Concernant le contrat, donc c'est soit un contrat sous forme de CDI,
soit un contrat sous forme de CDD de 6 mois à 3 ans en fonction du public. Et c'est un contrat qui est ouvert à tous les employeurs, sauf la fonction publique. Concernant le statut du stagiaire, de l'alternant, il aura un statut de salarié et il sera considéré comme stagiaire de la formation continue. Le tuteur de l'apprenant doit être un salarié ou un chef d'entreprise avec un minimum de 2 ans d'expérience. La durée de la formation est de 150 heures minimum et elle est comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat. Et s'il y a un accord de branche, ce sera plus de 25%. L'objectif du contrat de professionnalisation, c'est un diplôme et titre inscrit au RNCP. Alors, le RNCP, c'est le Répertoire national des certifications professionnelles, ou alors l'obtention d'un CQP, certificat de qualification professionnelle, ou une qualification reconnue par la convention collective de branche. Il faut savoir que si une entreprise embauche une personne en contrat de professionnalisation, elle pourra bénéficier d'une aide. Donc, cette aide, par exemple, pour un demandeur d'emploi de plus de 26 ans ou plus, elle correspond à 2 000 €. C'est quand même pas négligeable. Concernant le contrat d'apprentissage, donc après, vous aurez un slide sur la rémunération, parce que c'est quand même une question assez importante. Pour le contrat d'apprentissage, donc il y a aussi des conditions d'âge de 16 ans à 29 ans révolus, et sans limite d'âge pour les travailleurs handicapés, les créateurs ou repreneurs d'entreprises nécessitant l'obtention du diplôme ou du titre. Alors pour le contrat, c'est pareil aussi, c'est un CDI ou un CDD de 6 mois à 3 ans. Et c'est aussi ouvert à tous les employeurs, y compris la fonction publique. Le statut de l'apprenant, ce sera un apprenti relevant de la formation initiale. Le tuteur de l'apprenant, ce sera un maître d'apprentissage qui, pour le coup, doit être un salarié ou un chef d'entreprise avec un minimum, cette fois-ci, de 3 ans d'expérience. La durée de la formation, c'est au minimum 25% de la durée totale du contrat. Et l'objectif, donc c'est un diplôme et titre inscrit au RNCP là aussi. L'aide concernant l'employeur, pour une entreprise de moins de 250 salariés et pour un diplôme inférieur ou égal au bac, la première année correspond à 4 125 € pour l'entreprise, la deuxième année 2 000 € et la troisième année 1 200 €. Donc, concernant cette fiche, vous aurez accès à une fiche de synthèse sur laquelle vous aurez une cytographie et vous pourrez avoir accès directement à toutes ces informations, peut-être plus précisément. Concernant la rémunération, parce que c'est quand même un point important, la rémunération n'est pas la même pour un contrat d'apprentissage et pour un contrat de professionnalisation. Par exemple, à titre indicatif, pour un jeune de moins de 18 ans, la première année correspond à 27% du SMIC en apprentissage. Pour la deuxième année, c'est 39% et pour la troisième année, 55%. Pour un jeune de 18 à 20 ans, la première année, c'est 43%. Ensuite, la deuxième année, 51% et la troisième année, 67%. Pour un jeune de 21 à 25 ans, ça correspond la première année à 53%, la deuxième année 61% et la troisième année 78%. Pour tous les jeunes qui ont plus de 26 ans, c'est 100% du SMIC, ou le salaire minimum conventionnel. Pour le contrat de professionnalisation, c'est toujours en pourcentage du SMIC et au minimum. Pour les personnes qui ont moins de 21 ans et qui préparent un diplôme inférieur au bac, ça représente 55% du SMIC. Et pour la préparation d'un diplôme niveau bac ou plus, ce sera 65%. Pour un jeune de 21 à 25 ans, c'est 70% pour un niveau inférieur au bac, 80% pour un niveau équivaut au bac ou plus. Et pour les personnes qui ont plus de 26%, ce sera le SMIC ou 85% du salaire minimum conventionnel. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les avoir en détail sur la fiche, sur le document de synthèse.
Donc attention, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a annoncé début juin un plan de relance pour l'apprentissage pour justement favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par l'alternance. Donc ce plan a été mis en place suite à la crise du Covid-19. Donc, avec la création d'une aide exceptionnelle aux employeurs qui vont recruter justement des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Donc, ce n'est pas négligeable. Et avec cette mesure, le coût du recrutement d'un salarié en contrat d'apprentissage, ça représente un faible reste à charge quasiment nul, pour la première année en tout cas du contrat. Donc, toutes ces infos, vous pouvez aussi les avoir sur le site du service public. Donc, tous les liens, vous les aurez sur le document de synthèse. Donc là, on va s'attarder sur la deuxième partie du webinaire. Comment trouver votre entreprise? Alors, trouver une entreprise en alternance, c'est vécu comme un véritable parcours du combattant parce que justement, la concurrence est rude. Beaucoup de jeunes veulent se former en théorie et en pratique. Donc, il y a beaucoup de monde sur le marché. Mais malgré tout, la recherche d'un contrat en alternance s'apparente de toute façon à celle d'un premier emploi. Et il faut mettre toutes les chances de votre côté pour trouver une entreprise qui vous ressemble. Donc, dans un premier temps, il faut définir votre projet professionnel pour justement mieux cibler votre entreprise. Vous ne devez pas du tout hésiter sur votre projet professionnel et ni improviser. C'est un engagement, donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Il faut déjà, dans un premier temps, exprimer clairement votre projet. Vous posez les bonnes questions. Par exemple, quel est le métier auquel vous souhaitez vous destiner dans 3 ou 5 ans? Quels sont les atouts en votre possession pour réussir dans ce métier? Est-ce que vous pensez pouvoir réussir dans ce métier? Est-ce que vous pensez avoir les atouts? Quelles sont les entreprises qui recrutent en alternance sur ces postes? Y a-t-il beaucoup d'ouverture de postes? Quel est le profil requis justement pour ces candidats? Donc, il faut vous poser ces questions et si vous avez les réponses à ces questions, vous avez déjà franchi la première étape avec succès. Il ne faut pas oublier, il faut garder en tête que cette future expérience professionnelle peut être un tremplin pour vous, pour votre futur emploi. Il faut absolument bien choisir votre entreprise. Dans l'œil du recruteur, vous devez faire correspondre les besoins de l'entreprise et vos aspirations personnelles. Donc, une fois que vous avez défini votre projet professionnel, il est temps maintenant de cibler votre entreprise. Donc, je vais vous apporter des pistes pour cibler vos entreprises. Est-ce que vous préférez cibler une petite ou une moyenne entreprise? Ça, c'est important aussi. Parce que souvent, les candidats à l'alternance ont tendance à viser des grands groupes pour profiter justement de leur notoriété. Mais attention, il ne faut absolument pas négliger les petites entreprises parce que justement, c'est souvent celles qui délivrent des contrats en alternance. Sachez qu'un candidat sur 5 obtient un contrat d'alternance dans une entreprise de moins de 50 salariés et 40% dans celle de moins de 5 salariés. Donc, c'est pour vous dire que les petites entreprises, il faut les scruter. A fortiori, dans une grande entreprise, les salariés seront peut-être plus disponibles pour vous et la convention collective plus avantageuse, alors que les PME sont synonymes, elles, d'autonomie et de responsabilité. À vous de fixer vos objectifs et vos souhaits. Ciblez aussi votre entreprise en fonction de votre mobilité et votre lieu d'habitation. À savoir si vous êtes véhiculé, si vous vous déplacez en vélo ou en transport en commun. N'allez pas postuler à une entreprise qui est à 30 ou 40 km de chez vous. Maintenant que vous avez défini votre projet, vous avez ciblé votre entreprise au plus près. Donc maintenant, il faut consulter les organismes spécialisés dans le recrutement de l'alternance. Ces organismes vont vous aider dans votre recherche parce que vous allez trouver des tas d'infos indispensables et vous allez aussi pouvoir consulter des offres en alternance. Vous avez de nombreuses pistes, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez les points A du service apprentissage de la Chambre des métiers et de l'artisanat de votre département. Vous avez le portail de l'alternance, c'est le site du ministère du Travail. Donc là, vous aurez le lien aussi dans le document de synthèse.
Bien évidemment, les job boards, Indeed, Monster, Quel Job, Pôle emploi. N'oubliez pas que dans vos critères de recherche, sélectionnez l'alternance pour pouvoir apparaître les offres en alternance. Vous pouvez aussi penser au cabinet de recrutement, pourquoi pas, et laisser votre CV et une lettre de motivation. Si vous visez un secteur d'activité particulier comme la grande distribution, ou l'agroalimentaire, ou les professions de santé, ou le paramédical et le social, tout comme l'administration dans ce domaine, vous avez des sites, vous pouvez visiter les plateformes de recrutement propres à ces secteurs. Donc là aussi, je vous mettrai les liens dans le document de synthèse. Et puis, vous avez aussi le site du Greta de Grenoble, où vous pouvez consulter les offres d'emploi en alternance avec nos entreprises partenaires. Donc là aussi, vous aurez le lien. Vous avez les bourses d'apprentissage disponibles sur le site de chaque chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez consulter les offres de contrats en alternance publiées par les entreprises et y déposer directement votre CV. Vous avez aussi les centres d'information et de documents pour la jeunesse et les cités des métiers. Ensuite, n'oubliez pas que ce marché de l'alternance, il faut l'étudier à la loupe. Il ne faut pas vous contenter seulement de répondre aux offres diffusées sur le web. Il faut que vous partiez en quête d'informations. Il faut essayer de participer aux événements comme les forums, les job dating, les salons de recrutement, pour justement rentrer directement en contact avec les entreprises. Vous pouvez y laisser votre CV, vous pouvez y laisser votre lettre. Vous pourriez rencontrer des personnes qui pourront vous aider et pourquoi pas vous proposer un contrat. Toutes ces sources sont des mines d'informations à ne pas négliger. Il faut savoir aussi que tous les postes à pourvoir ne sont pas toujours rendus publics. Pensez aussi aux candidatures spontanées. Envoyez par exemple votre candidature aux sociétés du domaine qui vous intéresse. Une candidature parfois peut arriver au bon moment et précipiter la création du poste. Rien n'est impossible. Vous pouvez aussi solliciter votre réseau personnel. On a tous un réseau personnel, hein. Même si souvent quand on est jeune, on pense qu'on a un réseau pro qui n'est pas très développé, mais c'est complètement faux. Détrompez-vous, hein. On a tous un réseau personnel. Et souvent, il s'avère que c'est par ce réseau que la recherche d'entreprise s'avère efficace. Commencez par exemple par solliciter votre cercle familial, vos parents, vos cousins, vos beaux-frères, belles-sœurs, votre entourage, vos amis, vos voisins, vos relations de proximité, vos commerçants du quartier, votre médecin, etc. Vous pouvez aussi solliciter le réseau des anciens élèves de votre établissement d'enseignement. Ils peuvent être source d'informations importantes et pourquoi ne pas diffuser justement votre candidature au sein de leur société. Utilisez tous les réseaux du web. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tiennent une place de plus en plus importante dans notre société. Tout le monde aujourd'hui a un profil, soit sur Facebook ou LinkedIn, ou Twitter ou Instagram. Sachez qu'en 2018, 48% de la population française utilisait régulièrement les réseaux sociaux tous les jours ou presque. C'est énorme. Donc, que ce soit les réseaux sociaux professionnels ou généralistes, de toute façon, sachez que les recruteurs les utilisent pour trouver le candidat idéal. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tous ces outils seront de précieux atouts pour trouver justement votre futur employeur. Alors, voyons comment vous pouvez utiliser justement ces réseaux dans le bon sens. Donc, il faut déjà que vous vous assuriez de la qualité de votre e-réputation. Qu'est-ce que l'e-réputation ? On en entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'e-réputation, c'est l'image que l'on peut se faire de vous à travers le web, notamment à travers des contenus que vous publiez et que les autres postent sur vous. Donc, si vous décidez, par exemple, de rechercher votre alternance en utilisant Facebook, assurez-vous qu'il n'y ait pas de contenu compromettant vous concernant. Par exemple, une photo, vous êtes éméché ou une photo compromettante. Sachez que 69% des recruteurs visitent le profil Facebook des candidats. C'est énorme aussi, 69%.
Utilisez les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux à vocation professionnelle comme LinkedIn, pour valoriser vos centres d'intérêt, en lien par exemple avec la culture d'entreprise visée. Si justement votre profil présente peu d'expérience, il peut en revanche renvoyer vers un CV enrichi, un book, un blog. Toutes ces informations peuvent aider le recruteur à avoir une idée plus précise sur vous. Vous pouvez aussi suivre les pages des entreprises qui vous plaisent. Soyez proactif sur ces pages-là, sur ces réseaux-là. C'est l'occasion de nouer des contacts pertinents, d'élargir votre cercle de relations. Toujours, bien sûr, en lien avec le métier ou le secteur d'activité visé. Donc, soyez proactif, surtout sur LinkedIn. N'oubliez pas que plus votre profil est complet et alimenté régulièrement, et plus il sera susceptible d'être vu. De 3 à 6 fois plus consulté par les recruteurs, s'il est mis à jour et s'il est complet. De toute façon, sur n'importe quel réseau, vous devez impérativement vous assurer que votre profil est à jour et sans faille. Parce que souvent, on utilise les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi. Donc, vous avez défini votre projet, vous avez ciblé votre recherche. Alors maintenant, on va passer sur la partie CV et lettre de motivation. Comment booster justement votre CV et votre lettre de motivation? Les éléments importants, les points forts à mettre en avant, les erreurs à éviter. Le recruteur, vous savez probablement que le recruteur a très peu de temps, moins de 30 secondes pour lire votre CV. Donc, pour retenir son attention, il faut que vous démarquiez des autres candidats, il faut que vous sortiez du lot. Parce que le recruteur, il a une centaine de CV sur son bureau. Donc, sachez que le CV, c'est un outil de communication. Il doit être vendeur. Vous devez séduire le recruteur avec votre CV. Il faut travailler sur le fond, sur la forme, mais aussi sur les détails. Tout est important. Alors, bien sûr, les éléments essentiels du CV, c'est votre identité, vos coordonnées. C'est en quelque sorte votre carte de visite. On doit pouvoir y voir clairement votre nom, votre prénom, votre âge. Il est inutile de mettre votre date de naissance. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, un mobile de préférence, et une adresse mail où l'on peut vous joindre rapidement. Attention, pas d'adresse mail farfelue, style wonderwoman@yahoo.fr ou coquine du 07@gmail.com. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu. Donc, ça ne fait pas professionnel et ça ne fait pas sérieux non plus. N'oubliez pas d'indiquer une adresse LinkedIn. Mettez tous ces éléments en valeur, mettez-les en avant pour que le recruteur puisse vous contacter rapidement. Il faut les mettre en haut à gauche ou à droite. Alors, la photo est facultative, mais c'est quand même apprécié. Moi, je conseille en tout cas de la mettre. Ça instaure la confiance avec le recruteur. Moi, je conseille toujours de la mettre. Pas de selfie, bien évidemment. Une photo, c'est une photo. C'est une photo qui est bien cadrée, une photo lumineuse où on vous voit, où vous souriez et où le fond est neutre. Si vous n'avez pas de photo de ce style, vous ne mettez pas de photo. La photo, ça apporte aussi de la sympathie à votre candidature si vous souriez. Donc, vérifiez que la photo est adaptée et de bonne qualité. Donnez un titre aussi à votre CV. Si vous voulez attirer l'attention du recruteur, soyez clair dans vos intentions. Que vous répondiez à une offre ou que ce soit une candidature spontanée, il faut absolument donner un titre. L'emplacement idéal, c'est en haut, au milieu, sous votre nom et prénom, avec une police assez importante pour qu'elle soit visible dès le premier coup d'œil. Ce titre va être l'intitulé du poste que vous convoitez, par exemple, gestionnaire de paie en alternance. Précisez en alternance, pour que le recruteur sache d'emblée que vous n'êtes pas là ni pour un stage, ni pour un CDI, ni pour un CDD. Vous pouvez aussi ajouter une ou deux phrases d'accroche pour développer une rapide présentation ou des infos pertinentes. Vous pouvez aussi mentionner votre expérience si elle est significative, mais il faut que ça reste clair et concis. Il faut que ce soit vraiment court. Si vous n'êtes pas inspiré, ne mettez rien. Ne cherchez pas à faire du remplissage. Ensuite, vous avez la partie formation et diplôme.
Donc, vos formations doivent apparaître de manière antichronologique, c'est-à-dire que le dernier diplôme doit figurer en premier. Vous devez faire apparaître l'intitulé de votre diplôme, vos options et les spécialisations, la date d'obtention, le nom de l'établissement et la ville où vous avez obtenu votre diplôme. Ensuite, la partie expérience professionnelle. Comment décrire ces expériences professionnelles sur un CV d'alternant? Vous listez vos expériences des plus récentes aux plus anciennes, pareil, là, de manière antichronologique. Vous indiquez le nom de l'entreprise, vous précisez les dates auxquelles vous avez travaillé, vous renseignez le poste occupé en détail, en détaillant les missions qui vous ont été confiées. Vous utilisez des verbes d'action toujours. Il faut essayer de faire figurer chaque expérience sur 2 lignes maximum. Hein. Même 2, c'est même trop. N'indiquez que vos expériences les plus significatives pour le poste visé. Ne mentionnez pas des expériences professionnelles qui n'ont aucun rapport avec le poste visé. Ça ne sert à rien, ça n'apportera rien à votre candidature. Ensuite, vous pouvez évoquer vos hobbies, vos centres d'intérêt ou vos loisirs. Ce n'est pas obligatoire aussi. Mais ils peuvent ajouter de la valeur à votre CV et ça peut permettre de vous distinguer par rapport aux autres candidats. Ça peut intéresser le recruteur et ça permet d'en savoir un peu plus sur vous à condition que ce soit bien amené. Inscrire sport et lecture, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il faut donner des détails. Quel sport, depuis combien de temps, club, tout seul. Cette partie, justement, peut révéler votre implication dans d'autres aspects de la société ainsi que l'étendue de votre réseau. Donc, il faut vraiment l'indiquer si ça apporte une valeur ajoutée à votre CV, sinon, ce n'est pas la peine. Donc maintenant, si vous avez des points forts, il faut les mettre en avant, notamment vos stages. C'est des expériences à valoriser puisqu'en théorie, normalement, ils s'inscrivent dans votre projet professionnel. Et si vous pouvez donner des chiffres et des exemples de ce que vous avez réalisé. Mettre des chiffres dans un CV, c'est toujours bien vu. Misez aussi sur vos compétences. Si vous manquez d'expérience professionnelle, misez sur vos compétences pour justement étoffer votre candidature. Alors, les compétences, ça regroupe pas mal de choses. Hein. C'est les savoir-faire, les savoir-être, c'est aussi les langues, ainsi que les connaissances en outils et logiciels. Et si vous avez des certifications, il faut les mettre aussi. C'est valorisant. En revanche, bien sûr, n'exagérez pas vos compétences. Il faut pouvoir justifier de tout ce qui est dans votre CV. Concernant les savoir-être, aujourd'hui on appelle ça les soft skills, et en français c'est les compétences comportementales. Vous devez être capable de dire dans quelle situation vous les avez développées si le recruteur vous pose la question pendant l'entretien. Donc là c'est pareil, je vous ai mis dans le document de synthèse une liste des compétences professionnelles et personnelles justement pour booster votre CV. Donc vous aurez les compétences techniques, les compétences relationnelles, les compétences en communication, enfin je vous laisse voir. Hein. Sachez quand même, un chiffre à retenir et qui est quand même considérable, 77% des employeurs estiment que les soft skills sont aussi importantes que les compétences techniques. Donc, ce n'est pas du tout à négliger. Alors, les erreurs à éviter dans un CV, il y en a pas mal. Déjà, un CV trop long, mal présenté, peu élégant et avec des fautes d'orthographe ou de grammaire. Alors, ça, votre CV doit faire 1 page et non 2. Il doit être aéré pour être lisible. Vous devez hiérarchiser le contenu et valoriser les expériences professionnelles en fonction des attentes du recruteur. Un CV trop long, on n'a pas envie de le lire. Et puis, ça laisse à penser que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir synthétiser les informations. Donc, faites court, concis et sur une seule page. Bien évidemment, il est inutile d'inscrire en tête de document CV ou curriculum vitae. On sait très bien que ce n'est pas CV. Là aussi, je le précise parce que je l'ai vu. Donc, privilégiez une police simple et 2 couleurs maximum, pas 10. On utilise uniquement le gras et l'italique pour mettre en valeur certains points précis. Sinon, vous n'utilisez pas. Sachez que le risque d'être écarté par un recruteur est 3 fois plus élevé s'il y a des fautes d'orthographe. Donc, faites relire votre CV. Faites toujours relire votre CV, tout comme la lettre de motivation.
Un CV, alors les CV désordonnés. CV désordonné, c'est mélanger toutes les rubriques. Hein. Sur la rubrique, par exemple, diplôme, les recruteurs voient parfois passer des CV où on mentionne encore le brevet des collèges. S'il vous plaît, cette information est à bannir. Seuls les diplômes professionnalisants sont nécessaires. Plus on progresse sur cette partie du CV et plus elle doit être succincte. Ne mentionnez que ce qui est nécessaire pour le poste ciblé. Vous avez aussi les CV où on voit les compétences type passionné, dynamique, motivé, team player, les mots-clés que l'on met dans tous les CV. Alors ça, c'est à éviter aussi. C'est très impersonnel et ne transcrivent en rien vos compétences et votre savoir-être. Le CV vieillot aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas se limiter au CV Word, sans aucun aspect digital. Les recruteurs reçoivent vos CV par mail. C'est l'occasion donc idéale de les rediriger vers un profil LinkedIn, par exemple. Tenu à jour, bien sûr, et alimenté par un blog intéressant sur votre expertise métier ou même un CV vidéo dans lequel votre personnalité pourra ressortir. Dans n'importe quel secteur, de toute façon, il est essentiel d'apporter un plus digital à votre candidature. Et puis pour conclure sur cette partie CV, adaptez la mise en page. Vous devez accorder une importance particulière à la mise en page de votre CV pour justement fluidifier la lecture et mettre en valeur les éléments principaux, comme les expériences professionnelles et les compétences. Gardez en tête que votre CV, c'est une vitrine qui reflète votre personnalité. Pensez à adapter aussi votre CV, votre mise en page en fonction du poste et de la structure dans laquelle vous allez candidater. Par exemple, si vous candidatez au sein d'une agence de communication, prenez le temps de faire une belle mise en page avec les tendances du moment. Mais si vous candidatez dans le domaine de la finance ou le secteur bancaire ou des ressources humaines, privilégiez plutôt un format sobre. Voilà pour l'essentiel du CV. Concernant la lettre de motivation, donc la lettre de motivation, c'est pareil, c'est un élément aussi important que le CV. Elle doit être percutante dès la première phrase d'accroche et donner envie à l'employeur de la lire jusqu'au bout. Que ce soit de toute façon dans un cadre spontané ou en réponse à une offre. Il faut absolument vous démarquer des autres candidats. Elle doit être bien sûr personnalisée et adaptée à chaque candidature et à chaque entreprise. Cette lettre, elle se décline en 3 parties distinctes. La première doit montrer votre intérêt pour l'entreprise. La seconde consiste à vous dévoiler et à parler de vous. Et la troisième partie consiste à lancer les invitations en quelque sorte et donc à décrocher un rendez-vous. Dans la première, vous devez personnaliser votre message. Vous devez, avant de rédiger, vous devez vous renseigner sur l'entreprise, faire des recherches sur son historique, ses activités, son offre. Expliquer ce qui vous attire dans le poste que vous visez. Il faudra savoir prouver pourquoi vous souhaitez l'obtenir dans cette entreprise plutôt qu'une autre. La deuxième partie de la lettre, c'est votre moment à vous. Commencez déjà par expliquer pourquoi vous avez choisi l'alternance plutôt que le cursus classique. Donc, il faut là déployer vos arguments, il faut vous vendre. Démontrer l'adéquation parfaite entre votre choix de parcours et le poste désiré. Et montrer à l'entreprise ce qu'ils vont gagner en vous recrutant. Exposer vos compétences et vos qualités. Donc là, c'est votre moment à vous. Et la troisième partie, c'est le moment de décrocher un rendez-vous. Donc maintenant que l'entreprise a constaté que vous étiez le ou la candidate idéale, exposez-leur vos attentes. C'est le moment de faire une proposition de rendez-vous. Au-delà d'être dit, je souhaite, proposez-leur plutôt un entretien en fin de semaine. Vous montrez ainsi votre réelle motivation et l'envie de prendre les devants. Dernier conseil pour cette lettre de motivation, donc elle aussi, elle doit tenir sur une seule page, donc format portrait bien sûr. Évitez les blocs, donc ça ne donne pas envie de lire. Une disposition claire, espacée, aérée. Donc ça démontrera un certain professionnalisme et une certaine organisation.
Et bien sûr, il est indispensable de conclure par une formule de politesse. Et là aussi, faites relire votre lettre de motivation. Trop souvent, les lectures sont interrompues pour cause de faute d'orthographe ou de grammaire, donc ce serait dommage. Le recruteur, de toute façon, considère que vous savez écrire, donc relisez-vous et faites-vous relire par votre entourage. Voilà. Donc, à présent, nous sommes sur la partie entretien. Donc, vous avez fait votre CV, il est top. Vous avez fait votre lettre, elle est top aussi. Maintenant, il faut préparer votre entretien. Avant l'entretien, il faut absolument faire connaissance avec l'entreprise dans laquelle vous avez postulé et surtout avec la personne que vous allez rencontrer en entretien. Et pour cela, n'hésitez pas à aller sur le site carrière de la société et sur LinkedIn. Renseignez-vous aussi sur les valeurs et la culture d'entreprise. Et veillez à connaître cela par cœur lors de l'entretien. Vous pourrez le mentionner habilement dans l'entretien, montrant que ces valeurs sont aussi les vôtres. Il faut vous entraîner pour votre entretien. Donc, du début jusqu'à la fin, vous pouvez par exemple vous entraîner avec vos proches. Pourquoi pas vous enregistrer avec un dictaphone, ça vous permettra de corriger vos tics de langage, travailler la fluidité de vos phrases, et ça vous permettra surtout de gagner en confiance le jour J. Le jour J, n'oubliez pas aussi d'emmener votre CV avec un stylo et des feuilles pour prendre des notes pendant l'entretien. Et ça, c'est une démonstration d'attitude professionnelle qui sera vraiment fortement appréciée. Éteignez bien sûr votre téléphone, essayez de faire le vide dans votre tête, partez en avance de chez vous et prévoyez au moins 30 minutes de latence avant l'heure du rendez-vous. Essayez d'adopter une tenue vestimentaire en phase avec celle des salariés de l'entreprise, le dress code. Alors, comment connaître le dress code de l'entreprise? Simplement en allant faire un tour à la sortie des bureaux, peut-être. Ce sera l'occasion de tester le trajet et par conséquent d'être à l'heure le jour du rendez-vous. Pendant l'entretien, essayez de vous montrer confiant, essayez de vous détendre. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Respirez. De toute façon, les recruteurs savent qu'à ce stade de votre parcours, vous n'avez encore pas d'expérience ou peu d'expérience professionnelle. Ils vont donc scruter vos savoir-être à la loupe, comme par exemple l'effort vestimentaire pour le jour de l'entretien, votre ponctualité, votre politesse, la motivation qui se dégage derrière votre discours. Concentrez-vous aussi sur le langage corporel. C'est votre communication non verbale qui va conditionner l'entretien. Votre comportement, votre gestuelle, les expressions de votre visage. Soyez souriant. Tous ces éléments plus ou moins conscients vont parler à votre place et vont forcément influencer le recruteur dans sa prise de décision. Par exemple, la poignée de main. C'est un geste anodin, mais ça en dit beaucoup sur vous et sur votre comportement. Donc, soyez dynamique lors de ce premier échange. Préparez-vous aux questions pièges. Donc, ces questions pièges, on trouve facilement sur Internet des listes de questions pièges. Donc, vous pouvez vous les écrire et vous y préparer. Essayez d'y répondre pour justement vous préparer. N'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi dans les questions que vous allez pouvoir montrer votre motivation, votre intérêt et par conséquent convaincre. Parce que le but de l'entretien, justement, c'est convaincre. Par exemple, vous pouvez demander dans quel service vous allez travailler, des précisions sur telle activité qui vous sera confiée. Montrez-vous intéressé. Bien sûr, n'évoquez pas les questions de rémunération et de congé le jour de l'entretien. À la fin de l'entretien, de toute façon, le dialogue doit être ouvert et chaleureux. C'est un échange, l'entretien. Hein. Ouais, il faut le voir comme un échange. Peut-être que le recruteur va travailler directement avec vous, donc il va choisir de préférence une personne avec qui il va se sentir à l'aise. Après l'entretien, notamment à la fin de l'entretien, vous pouvez demander au recruteur la date qui est fixée pour clôturer le processus de sélection des candidats. Soyez entreprenant et considérez le suivi comme une stratégie nécessaire à la recherche de votre contrat d'alternance. Un suivi régulier peut vous permettre de vous démarquer justement des autres candidats.
Et bien sûr, pensez toujours à envoyer un mail de remerciement à la personne qui vous a reçu. C'est toujours bien vu. Non seulement ça vous permettra de laisser une trace écrite de votre venue et de l'aider justement à se rappeler de vous. Si vous n'avez pas de réponse, de nouvelles pendant quelques temps, n'hésitez pas non plus à recontacter l'entreprise pour savoir ce qu'il en est. Faites une relance par téléphone. De toute façon, il faut garder en tête que les entretiens concernant les postes d'alternants n'ont pas pour objet de vous piéger, bien sûr. Le recruteur sait pertinemment, comme je vous ai dit, que vous êtes en formation, que vous avez peu d'expérience et vous êtes là pour apprendre. Il cherche simplement à savoir si vos aspirations et votre personnalité correspondent au poste et à la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est super important aussi. En quelques termes, l'entretien a plus de chances de prendre l'allure d'une conversation, d'un échange, que d'un interrogatoire. Ne le voyez pas comme un interrogatoire. De toute façon, si vous êtes préparé, si vous avez un solide projet professionnel et que vous connaissez vos atouts et que votre profil est cohérent avec le poste, vous n'avez aucune raison de vous en faire et de trouver votre contrat. Voilà, donc vous avez à présent tous les éléments pour pouvoir trouver au mieux votre contrat. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions écrites, vous pouvez encore les poser. Nous laissons encore 5 minutes et vous aurez une réponse par nos experts en fin de semaine consultable sur le replay de ce webinaire. Merci.